Je vous remercie de votre invitation. J'espère que je vais vous donner des éléments qui vont au moins vous intéresser. Vous avez choisi une thématique très difficile. Je vais dire difficile existentiellement pour chacun de nous. Alors, ce que je peux vous apporter à partir de mon mouvement de travail. Bien évidemment, j'ai choisi la philosophie pendant mon parcours en théologie et en philosophie. Ça, c'est à cause ou grâce à André Dumas, qui était enseignant à la faculté de théologie protestante au tout début quand j'avais commencé. Ensuite, ça s'est confirmé avec d'autres enseignants, avant, après, mais voilà, j'ai fait le choix de la philosophie et d'une philosophie qui est engagée en formation professionnelle. Je n'ai pas voulu, ce sont des choix, ça ne vaut que pour moi. Je n'ai pas voulu l'option CNRS ou l'option candidature universitaire. Donc j'ai toujours participé, je participe toujours à des groupes de recherche, à l'école des hautes études en sciences sociales, mais le cœur de mon activité est la formation professionnelle. C'est délibéré. Et du coup, ça m'a amené au fil des ans, dans les dialogues avec les étudiants, avec les employeurs des étudiants, puisque c'est dans le champ de l'action sociale, dans le champ des actions politiques, tout ce qui est les acteurs territoriaux qui travaillent sur les territoires, à l'administration des territoires, au niveau des villes, au niveau des départements, donc c'est vraiment dans cet univers-là de notre gestion grise et en même temps vitale que je travaille en permanence. Et ça m'a amené au fil des années, puisqu'en formation professionnelle, comme ici, on est en situation collégiale. Les stagiaires, étudiants, en savent autant ou plus que nous sur bien des domaines, parfois même aussi sur ce qu'on est en train de leur apporter. Et donc ça habitue à un travail en dialogue et pas du tout à un travail d'enseignement où on transmet des enseignements, même s'il faut transmettre des choses, on forme à des compétences et donc on est vraiment tout le temps en train de faire le lien entre des apports qui peuvent être des apports théoriques, pour ce qui me concerne des apports de livres, c'est-à-dire c'est à travers le miroir des textes que j'essaye et ça c'est mon reste de formation en exégèse, c'est au miroir des textes que je pense qu'on peut continuer à penser le monde et donc je vais vous proposer ce mouvement-là. Je me permets de l'expliquer un peu longuement parce que peut-être il est déconcertant. Je ne viens vraiment pas avec une conférence de philosophie. Je viens avec des apports en philosophie. Pour le début et la fin de mon propos, je vais m'appuyer sur des philosophes. Au milieu, je vais prendre un travail d'un sondeur d'opinion qui travaille à la surface des choses. Donc le mouvement que je vais vous proposer, c'est de plonger dans le trouble effarant de la fin du monde, quand il est question de l'humain. Ensuite, on remontera à la surface quelqu'un qui a lancé son panier. Alors c'est Jérôme Fourquet, c'est Jérôme Fourquet, ce monsieur qui travaille sur des sondages d'opinion en permanence. Sans doute certains d'entre vous connaissent cet ouvrage qui s'appelle L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Je n'ai pas de préjugés. Faisons feu de tout bois. Prenons les ouvrages tels qu'ils se présentent. Donc je prends l'ouvrage de Fourquet comme étant cette manière de ramasser l'écume de la surface des choses et de dire un sentiment de soi collectif aujourd'hui. Il nous dit des choses, il y met de lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, mais grâce à lui, on va remonter à la surface. On va sortir des abîmes de l'effroi, on va remonter à la surface et ensuite on va commencer avec quelqu'un qui est né en 1902 et qui a écrit beaucoup dans l'entre-deux-guerres et dans les années 50, 60, 70, qui s'appelle Günther Anders. Je vais en reparler. Et on finira, après de passer par Jérôme Fourquet, qui est éminemment actuel, contemporain, notre contemporain, on reviendra à un monsieur pour qui j'ai un respect, voire même une affection très forte. C'est Georg Simmel, un philosophe qui, lui, est mort en 1918 à Strasbourg. Donc on est complètement dans une autre génération. Et avec lui, on regardera ce moment de bascule où, plongeant dans les apocalypses de fin du monde et leurs effets délétères effarants, à la surface d'un grand malaise contemporain, comment est-ce qu'on peut partir dans le combat, dans la conflictualité qui anime la société et essayer de construire quelque chose avec ça. Voilà le mouvement. Vous m'entendez tous? Je parle suffisamment, j'ai à peu près placé ma voix. Donc, alors, vous avez pris une thématique difficile, fin du monde. C'est
c'est évidemment pas une thématique facile puisqu'elle nous attrape tout de suite de façon très angoissante, et je vais essayer de prendre le moment où l'invocation apocalyptique devient elle-même apocalyptique violente. Et on va essayer de comprendre, grâce à Günther Anders, en tout cas je vais essayer de le mettre en regard avec un texte effarant, on va essayer de comprendre le sentiment moderne qui travaille l'invocation apocalyptique. C'est-à-dire qu'on est un pas en deçà de la collapsologie. La collapsologie est une élaboration en raison qui s'éloigne du sentiment et de la peur et de l'effroi et qui élabore des choses. Après, on peut discuter ce que c'est que cette science. Pour ce qui me concerne, j'aurais beaucoup à débattre avec une collapsologie qui s'invente, mais en même temps, je pense que c'est très contemporain. Pour autant, c'est une élaboration, et là, on va aller dans quelque chose qui n'est pas une élaboration, mais une invocation meurtrière. Je voudrais vous lire le texte de Mohammad Siddiq Khan, qui est un des 7 human bombers qui a perpétré l'attentat terroriste du 7 juillet 2005 à Londres. De mémoire, sont ces attentats, 3 bombes ont éclaté, dont une dans le métro londonien, et ça a fait ça a fait des centaines de morts. Je n'ai pas le chiffre exact. Je ne veux pas être incorrect à l'égard de chacune des victimes. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'était un attentat évidemment effroyable. Et il a publié un texte que je vais vous lire, et ensuite, avec Anders, nous reviendrons sur certains passages du texte pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Je tiens à préciser que, évidemment, travaillant depuis un certain temps en prévention de la radicalisation, on en parlera à la fin, ce sont des paroles dont je suis très familière, et je côtoie ces personnes. Je côtoie ces personnes, je côtoie aussi leurs familles, je côtoie leurs imams, et c'est un univers et un ferment de travail qui m'est très familier, donc je peux témoigner pour, témoigner contre. Il y a évidemment, comme dans tout univers, plein de facettes, avec des gens eux-mêmes très effarés de ça, je veux dire dans le monde musulman, très effarés de ça, d'autres complètement aveugles sur la façon dont ça vient et ça a conduit, et qui sont dans des langues qui se ressemblent. Je ne parle pas de polémique, c'est pas du tout ça, on en reparlera à la fin, mais il y a quelque chose qui nous a assigné à l'effroi, et je pense que si on est sur la fin du monde, il faut aussi regarder la fin de l'humanité, l'autodestruction de l'humanité, et après on va cheminer pour en sortir. Donc voilà le texte traduit de l'anglais, je prends la version française, traduit de l'anglais, de Mohammad Siddiq Khan, donc avant son attentat. Je vais rester bref et précis parce que tout cela a été dit par des gens beaucoup plus éloquents que moi, et nos paroles n'ont aucun impact sur vous, donc je vais vous parler dans une langue que vous comprenez. Nos paroles sont mortes jusqu'à ce que nous leur donnions la vie avec notre sang. Je suis sûre que maintenant les médias ont peint une image appropriée de moi. Cette machine de propagande prévisible essaiera naturellement de faire tourner les choses en fonction du gouvernement et de faire peur aux masses pour les conformer à leur agenda de pouvoir et obsédés par la richesse. Des milliers comme moi abandonnons tout pour ce que nous croyons. Notre motivation motrice ne vient pas des matières premières tangibles que ce monde a à offrir. Notre religion est l'islam, obéissance au seul vrai Dieu, Allah, et suivre les traces du prophète et messager final Muhammad, c'est ainsi que nos positions éthiques sont dictées. Vos gouvernements démocratiquement élus perpétuent continuellement des atrocités contre mon peuple dans le monde entier, et votre soutien envers eux vous rend directement responsable, tout comme je suis directement responsable de la protection et de la vengeance de mes frères et sœurs musulmans. Jusqu'à ce que nous sentions la sécurité, vous serez nos cibles, et jusqu'à ce que vous arrêtiez les bombardements, le gazage, l'emprisonnement et la torture de mon peuple, nous n'arrêterons pas ce combat. Nous sommes en guerre et je suis soldat. Maintenant, vous aussi, vous goûterez à la réalité de cette situation. Et après, on a une toute petite finale. En anglais, c'est I myself, moi-même, je prie Allah. Je fais un doua pour Allah, pour m'élever parmi ceux que j'aime, comme les prophètes, les messagers, les martyrs, et les héros d'aujourd'hui, comme notre bien-aimé cher Oussama Ben Laden,
le docteur Ayman al-Zawahiri et Abu Musab al-Zarqawi, et tous les autres frères et sœurs qui se battent pour cette cause. Avec cela, je vous laisse faire votre propre opinion et je vous demande de prier Allah Tout-Puissant pour qu'il accepte le travail de ma part et celle de mes frères et nous fasse entrer dans les jardins du paradis. Et j'ajoute, on lui attribue, mais il n'est pas dans sa déclaration, ce fameux slogan djihadiste, de ce djihadisme terroriste, c'est-à-dire comme un nazisme à l'intérieur d'une langue. La langue de l'islam, ce nazisme, c'est-à-dire ce djihadisme terroriste, travaille la langue de l'islam en déclarant et déclamant « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie ». Donc on a là une annonce apocalyptique au sens d'un performatif, c'est-à-dire ce qui est dit est fait. La parole est celle qui commet l'acte. Et l'acte est une destruction de soi pour détruire les autres, dans l'espace civil. Donc elle opère une certaine fin de monde humain vécu, celui dans lequel nous sommes au quotidien. Et on va s'appuyer sur Günther Anders pour regarder comment elle procède d'une étrange honte. Et Günther Anders appelle cette honte la honte prométhéenne. Et je voudrais juste faire un moment sur la honte prométhéenne, vous mettre à disposition cette réflexion de Anders si vous ne la connaissez pas déjà, parce que il se peut que, bien évidemment, vous la connaissiez déjà, donc pour ceux qui la connaissent, je la reprends. On va essayer de la partager. Donc Günther Stern a changé de nom. C'est un philosophe allemand qui a été le premier mari de cette femme philosophe allemande Hannah Arendt. Ensuite, ils ont divorcé, donc ils sont tous les deux élèves de Heidegger, et Günther Anders est très déconstructeur de la pensée de Martin Heidegger. Et donc son nom de plume est devenu Anders, c'est ce qui le rend un peu anonyme, en fait, avec un nom qui le fait passer partout. Et il a écrit, il a rassemblé dans un ouvrage en 1956 une conférence qui est sur cette question de honte prométhéenne. Le livre lui-même s'appelle L'obsolescence de l'homme ou l'homme dépassé ou l'antiquité de l'humain. C'est sur la base de Mensch, Menschheit, et le sous-titre est sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle. Donc c'est le résultat de son choc en exil, évidemment, de l'Allemagne, parce qu'il a pu partir pendant la période nazie avant. Il a eu le choc de cette société, comme beaucoup d'intellectuels allemands de l'époque, il a eu le choc de cette société de consommation et de haute technologie. Et ce livre rassemble un certain nombre de conférences, notamment la conférence sur la honte prométhéenne. Alors je ne vais pas en lire de longs passages, on y reviendra peut-être. C'est un livre crépusculaire. C'est à la fois une grande intelligence et en même temps c'est très dur parce que c'est crépusculaire, donc on sombre dans le crépuscule. La critique est acérée, mais c'est un homme qui traverse des décombres comme tous les gens de sa génération. Et donc, forcément, je pense que ce qu'on entend dans ce qu'il essaye de penser, le crépuscule aberrant dans lequel se trouve l'Europe à ce moment-là, et par contraste avec les États-Unis. Et donc, au début de cet article, il reprend son journal qu'il tenait en 1942 aux États-Unis, et il raconte comment il a visité des usines produisant des objets de haute technologie, et qu'il était avec quelqu'un, alors ça peut être une fiction, ça peut être lui-même, mais c'est quelqu'un qu'il nomme uniquement par l'initiale T, et comment cette personne avec qui il visitait, tout d'un coup lui paraît prostrée devant les machines, et cache ses mains. Et au fil de son analyse, mais très vite, il émet l'hypothèse que quelque chose de cet homme évoque la honte d'être un humain moins parfait que les machines que l'humain a fabriquées. Et il est dans ma poche, mais pensons au téléphone, cette merveilleuse petite chose qui nous accompagne partout. Je le prends, c'est le signe de la honte. C'est à la fois une merveille, quelque chose de terrible, mais c'est une merveille. Être moins parfait que la machine,
moins habile, moins calculateur rapide, moins capable de performances incroyables. Et Anders a l'intuition. C'est sa proposition, donc je vous propose qu'on le suive. Je ne vais pas, moi, élaborer une contre-analyse du propos de Anders. J'essaye de le suivre. Et je vais essayer de le mettre en rapport avec ce qu'on a entendu au début. Anders fait l'hypothèse que cette honte devant les machines moins parfaites, devant les machines plus parfaites que ceux qui les ont fabriquées, profondément, a à voir avec la honte d'être né au lieu d'avoir été fabriqué parfait. C'est son hypothèse. Vous voyez qu'elle emprunte au mythe. On va entendre comment il revient à Prométhée. Mais c'est une hypothèse qui touche un sentiment et qui l'attrape par quelque chose de mythique. Et après, il se met à raisonner avec cette hypothèse. Et il décrit son ami, et il revient à la fin de l'essai, cet ami qui cache ses mains, qui sont pourtant des outils merveilleux, et qui les cache parce que devant lui, il a une machine tellement performante, tellement puissante. Donc on est à l'époque des premiers computers, on voit effectivement croître quelque chose qu'il appelle la démesure. Quand on est avec un ordinateur, peu d'entre nous sommes capables de décortiquer l'ordinateur, de le démonter et de le remonter, et surtout, on a fabriqué une machine qui calcule vite et mieux que nous. À l'époque, c'est de l'ordre du calcul, on sent le calcul, on sent les lignes de programmation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus éloigné puisque c'est ludique, ça cache. Donc la honte d'être imparfait devant la machine parfaite qu'on a fabriquée, sans doute se sent moins. Peut-être. Et donc, le raisonnement de Anders est le suivant. Il y a un renversement dialectique de l'orgueil prométhéen. Il appartient à une génération de philosophes comme Walter Benjamin, comme Théodore Adorno, je vous dis ces noms familiers, qui essayent toujours de raisonner avec une dialectique. Alors, c'est pas hegelien, c'est une dialectique qui cherche des renversements pour suivre une logique et ses transformations. Repartons de l'orgueil prométhéen. L'orgueil prométhéen, c'est le self-made man. C'est ce qu'il regarde autour de lui. C'est se faire soi-même. Vous voyez déjà la distance, la logique, c'est quand on se fait soi-même, on ne se fait pas par rapport à l'humilité fragile d'être né d'autrui, d'être né, comme il le décrit dans un de ses poèmes, je suis venu au monde boulette de terre sanguinolente. C'est un poème de Anders, il se raconte comme ça. Mais parce qu'il veut revenir à qui il est, fils de sa mère et de son père. Mais le self-made man n'a pas ce regard-là. Il se fait. Or, s'il se fait, c'est qu'il se vante d'être fabriqué et non pas né de. C'est qu'il perd quelque chose. Il se dénature de cette façon-là. Et la fabrique de cet homme qui se fabrique donne des produits. Et donne des produits, dit Anders au tout début de son livre, non pas dans la honte prométhéenne, mais au début. On devient les producteurs d'une consommation pour laquelle on paye pour produire la consommation. Et je trouve que c'est une très bonne intuition. C'est plus qu'une intuition, puisqu'après il va méditer. Mais c'est pas un discours moral, c'est-à-dire qu'il dit pas « Ah, c'est pas bien la consommation ». Il dit « C'est juste le monde dans lequel on est ». Et il commence avec un trait d'humour très dur, à la façon d'une blague juive, d'autodérision. Il cite un extrait de presse et il enchaîne son texte, son livre s'ouvre comme ça, donc sur l'obsolescence de l'humain. Les condamnés, c'est un extrait de presse d'abord, les condamnés à mort peuvent décider librement s'ils veulent pour leur dernier repas que les haricots leur soient servis sucrés ou salés. Extrait de presse. Parce qu'on a déjà tranché au-dessus de leur tête, dit-il. Nous aussi, nous pouvons décider de nous faire servir comme un plat du jour l'explosion d'une bombe ou bien une course de bobsleigh. Et il continue comme ça. Donc il le fait de façon très acérée. Et vous sentez le sentiment d'effondrement de monde qui le travaille. Donc on est dans une société, il regarde les États-Unis à l'époque, il ne les juge pas de façon moraliste. Et il n'est pas en train de dire il n'est pas bon, vous n'êtes pas bon de vous comporter de la sorte. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on a fabriqué. On a fabriqué un monde où en permanence on achète pour produire la consommation, la communication, etc., que nous produisons. Et qui fait que le monde se nourrit de ça. Il décrit cette machinerie infernale, et il dit c'est ça l'obsolescence de l'humain.
Et c'est là-dedans qu'il va ancrer la honte prométhéenne. Tant que l'humain est un producteur, un fabricant artisanal, et là en réalité il est en train de discuter aussi les thèses de Hannah Arendt sur l'homme moderne, qui est un homo faber, un humain qui fait notamment des œuvres, pas seulement mais notamment des œuvres. Tant que l'humain est un producteur, un fabricant, y compris un fabricant auquel ces produits échappent. Le travail, c'est d'être en permanence dans une activité qui produit, et la production du travail échappe, et en permanence on le refait. Et on est tous très busy, et on est tous très suroccupés, et nos agendas sont très... Et de nouveau, c'est descriptif, il n'y a aucun jugement. Donc, l'homme obsolescent, l'humain obsolescent, fabrique des produits qui échappent, et il n'en voit que des morceaux et jamais tout. Mais cette fragmentation ne donne pas une cathédrale. Cathédrale, c'est cette splendeur qu'on regarde toujours par un morceau, parce que nul ne peut voir, si ce n'est Dieu, mais pas parce qu'il est au-dessus, Dieu, mais parce qu'il est partout. Il l'occupe. Comme le Ruach Merarefet, il est partout, il le voit de l'intérieur et de l'extérieur. Tandis que on peut toujours avoir un drone et le regarder au-dessus, la cathédrale, ou bien rentrer dedans et s'y promener, y compris encore avec des caméras drone. Pour autant, nul ne peut voir la cathédrale entièrement. Ça échappe à notre regard. Sauf que là, c'est pas une cathédrale que ça produit, c'est un monde infiniment fragmenté, infiniment s'autoproduisant. Et du coup, le produit dissout même la position d'être fabricant. Alors, il y a un passage, parce que ce sont aussi ces années-là, où il regarde ce que ça donne il commente Charlie Chaplin, évidemment, les temps modernes, il commente le travail à la chaîne, les chaînes de production, puisqu'on est sur la deuxième révolution industrielle, le Fordisme est même déjà derrière, donc il commente cet univers-là. Donc moi je ne vais pas aller vers ça, parce que ce que je cherche avec vous, c'est la honte. Donc, et la honte, c'est quoi? C'est un contrat qu'on n'a pas demandé. En faisant un contrat d'achat et en mettant des applications sur un téléphone, et c'est un outil indispensable, c'est devenu indispensable, ça fait partie c'est comme ça qu'on sait où sont nos enfants, c'est comme ça qu'on communique avec eux, c'est comme ça qu'on est en liaison, on s'échange des mails pour recaler des rendez-vous, etc. Donc on fait tout avec ces machines, mais dans le contrat, il y a un rapport avec la République démocratique du Congo et les mines de sang. C'est-à-dire ce lieu au Congo, tenu par des forces armées, où les gens travaillent dans des mines pour retrouver les produits précieux qu'il y a dans ces appareils. Et c'est un appareil où les sénateurs qui veulent lutter contre l'obsolescence programmée des objets n'arrivent pas, malgré toute la puissance du Sénat, au sens de l'équilibrage parlementaire d'une démocratie qui fonctionne bien, comme notre République, indépendamment des heurts et malheurs, elle fonctionne. C'est un objet que les sénateurs n'arrivent pas à mettre sous législation, puisque les fabricants, sous couvert de secret de fabrication et de secret commercial, ne donnent pas le secret des fabrications, ne donnent pas comment tout un système de vis immanipulables rend inaccessible l'intérieur de la machine, pour qu'on puisse la réparer et autre chose, et sa surface d'écran. Et donc cette merveille est à la fois quelque chose qui nous lie à des systèmes d'exploitation. De nouveau, je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est affreux, nous sommes méchants, on est d'accord », ça n'est pas de la moralisation, c'est juste une méditation sur une tragédie de notre obsolescence. On va essayer de ne pas lui donner le dernier mot, mais si on parle de fin du monde, alors plongeons et allons-y. Il y a quelque chose d'une autoprogrammation de notre fin. On ne va pas lui laisser le dernier mot, mais on a quand même réussi à faire ça collectivement. C'est en même temps quelque chose de merveilleux. Enfin, les transports, c'est juste une merveille. Pouvoir se déplacer aussi bien, il faut aussi regarder la honte prométhéenne doit aussi nous envoyer vers le bon côté des choses. Ce monde est merveilleusement organisé. Il y a de la distribution d'eau potable, il y a de la distribution d'électricité, il y a de la distribution de plein de choses, il y a le nettoyage des rues, etc., etc. Bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas. Et il y a de la misère. Mais la misère est dans le téléphone. Tout ce qui est aussi dans
dans nos problématiques urbaines contemporaines, avec des lieux de misère, des lieux inaccessibles, des lieux dangereux, c'est le contrat du téléphone. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On est dans cette solidarité qui nourrit une honte d'y être, mais une honte qu'il faut ramener à l'impuissance prométhéenne. D'où le fait de ce renversement qu'il regarde. Et donc, la honte sourd dans le fait que cette démesure dispolitique fabriquée, donc de disruption, le contrat politique qui, en même temps, doit être et rester notre grande fierté, ce contrat est à la fois est rompu par cette problématique et en même temps, on le reconstruit. Et donc, de cette façon, la fabrique s'inverse et la machine consommée fabrique un humain obsolescent, jamais à jour, courant après, filant le temps et le voyant se désagréger, ou en tout cas lui dans son rapport au temps, parce que je doute qu'on puisse tenir le temps, cette énigme, on en voit les effets, on sent qu'il passe, on dit qu'il passe, c'est une métaphore, ou bien il fait de l'irréversible, parce qu'un mélange, vous mélangez, vous faites un sirop pour un enfant, il y a deux composants, on les met ensemble, de l'eau et du sirop, irréversiblement, c'est le temps, on a autre chose après. On n'a plus l'eau et le sirop, on a un mélange, alors plus ou moins homogène, il faut le retouiller pour que ça soit d'une jolie couleur, ou qu'il n'y ait pas un peu d'eau à un endroit et plus de sucre de l'autre, mais le temps fait cette irréversible. En tout cas, le temps est cet irréversible. Donc, eh bien, quelque chose file, y compris avec Twitter, et etc. Donc voilà, on est dans cet univers-là. Or, pour revenir à un univers culturel très particulier de cette haute technologie et de cette manière inlassable de vivre dans cette démesure, la jeunesse touchée par l'embrigadement djihadiste, qui est très travaillé, l'embrigadement en question, je veux dire, ok, c'est un problème social, ça surgit là, mais quand même c'est attrapé et on recrute pour envoyer où on a créé l'espace qui fait que si on fait quelque chose et qu'il y a un passage à l'acte, on va pouvoir le glorifier, le renverser, le re-renverser en fierté prométhéenne parce qu'on va se rattacher à quelque chose. Au nom de cette idéologie terroriste de type nazi, comme certains islamologues l'analysent bien mieux que moi et je prends appui sur leurs analyses. La jeunesse qui est vulnérable est une jeunesse qui vit avec ça. Matin, soir, nuit, tout le temps, c'est même, s'ils pouvaient se le greffer, ils le feraient. Et ça donne aussi que dans les échanges qu'on a, alors c'est pas seulement dans les cours, les enseignants sont tout de suite interrogés sur des choses, rien que de voir surgir la question, on sait que l'élève est allé chercher à demander à Mr Google ce dont on est en train de parler en cours et pose une question plus savante que nous. C'est pas seulement ça, c'est que c'est aussi une zone de résonance où dès qu'il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec l'endroit où on est, eh bien ça interfère dans l'endroit où on est. Et ça, c'est une très grave problématique d'avoir les pieds sur terre et d'être dans un monde habitable, c'est que on parle ensemble, mais tout d'un coup, ça raconte des choses qui se passent ailleurs et ça crée des indignations. On ne sait pas pourquoi elles sont là, parce qu'elles sont ailleurs. C'est pas une histoire de solidarité avec d'autres mondes, c'est une histoire dont on ne sait plus où on est. C'est pas, j'étais à Strasbourg il y a quelque temps, c'est pas un train qui déraille qui fait la panique. C'est quelque chose qui va se passer à l'autre bout de la planète. Mais il fait une panique immédiate. Donc ça marche, l'obsolescence du rapport humain. Et donc très vraisemblablement, cette démesure-là, si on la regarde avec le propos de Anders, on voit fonctionner la honte et le renversement de la honte. La tentative de renversement de la honte. Alors, dans le texte, pour me permettre ce parallèle, parce que vous allez me demander, ok, mais où sont vos indices ? J'entends dans le texte, je suis sûre que maintenant les médias ont peint une image appropriée de moi, cette machine de propagande prévisible. La machine médiatique me fabrique. Je fais mon texte, je le donne avant mon acte, je rentre dans cette machine. Qui va avoir le dernier mot du made man qui parle ? Donc on est bien dans ce rapport de machinerie. On l'entend dans le texte. Et du coup, pour essayer de s'en sortir, il y a une aspiration effrayée à la transcendance. On va chercher une source extramondaine.
Notre motivation motrice ne vient pas des matières premières tangibles que ce monde a à offrir. Il y a une rupture avec le rapport à la matière, revendiquée. Et il y a quelque chose qui est une motivation motrice. C'est pas le mobilis in mobile de notre vieille tradition occidentale, et pourtant, quelque chose de cet ordre-là humanise le mobilis in mobile. Or, cette source, elle produit en nombre, elle est productrice. Des milliers comme moi, abandonnons tout pour ce que nous croyons. Il y a une production de l'homme fabriqué qui n'est pas en rapport avec la matière et qui cherche une source qui produit ce nombre-là qui est dans l'adhésion. À partir de là, le retournement de la fierté va se faire dans une collusion suicidaire. Je travaille avec des cliniciens, je discute aussi avec des sociologues. Je ne suis ni dans une position ni dans l'autre. Je ne suis pas dans une typologie du profil quand on est en prévention. Alors comme on est en ce moment, pas en prévention primaire en amont, ni en prévention quand la pandémie a éclaté. Mais le moment où on essaye de contenir quelque chose, quand on faisait du signalement en 2014, en 2015 surtout et 2016, un à un, on essaye de comprendre qui sont ceux qui sont en train de se radicaliser. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans ce travail de prévention. J'essaye d'entendre un sentiment. Et vous verrez que c'est quelque chose que j'emprunte à la pensée de Georg Simmel. Donc, on a quelque chose dans cette collusion suicidaire entre l'attente, on a entendu une motivation motrice qui produit en monde et qui extrait du monde. Ça sort du monde et ça va produire quelque chose de motivé. Et en fait, là, on entend comme un renversement, c'est-à-dire je ne suis pas soumis, je peux m'en sortir de ça. Je peux m'en sortir de cet univers. Je pense qu'il y a une résonance puissante du contemporain qui fait qu'on peut avoir, dans une situation de consommation qui est liée à un désespoir honteux, parce qu'on n'en sort pas. Comment on sort de ça? Comment est-ce que, tout d'un coup, une langue vient et parle la transcendance? Et dit ça peut avoir du sens. Si tu t'en sors, si quelque chose t'en sort. Et donc on a une aspiration avec une folle apocalypse. Une folle apocalypse. Et cette aspiration est une aspiration à s'élever, à sortir de là. Or, la profondeur, c'est la honte de la honte. Et quelque chose de l'ordre d'une destruction éthique va s'y jouer. Parce que parler d'éthique en matière de destruction meurtrière, assassine de civils, c'est quand même le summum. J'entends. Suivre les traces du prophète et messager final Muhammad. Donc on est dans l'Apocalypse, là on est vraiment dans l'Apocalypse. Au sens même biblique du terme, je veux dire, je ne suis pas en train de dire que c'est biblique, je suis en train de dire qu'on a la matrice apocalyptique, on la connaît, on sait d'où elle vient historiquement, et elle travaille depuis et elle prend plein de formes. Mais là on est presque dans une scansion qui va emprunter à une langue, la langue du Coran qui elle-même emprunte à la langue de la Torah. C'est ainsi que nos positions éthiques sont dictées. Alors, on va arriver l'éthique. Donc il y a vraiment un travail d'embrigadement de conviction. Cette sortie-là d'attente apocalyptique forge l'éthique. Moi-même, I myself, je prie Allah pour m'élever parmi ceux que j'aime, comme les prophètes, les messagers, les martyrs. Donc on rentre dans un autre monde, et on va dans un monde où ils sont tous soit pas là, soit en attente, soit déjà morts. Et ça, c'est un travail qui fabrique le martyr. Donc le témoignage sanglant, le témoignage assassin. Je ne fais pas une histoire de la figure du martyr. Je prends cet usage-là. D'accord ? Je me doute que vous êtes très instruits sur ces questions. Je vous prie de m'excuser. Je me cantonne à ce petit usage-là qu'on trouve dans la langue de ce monsieur. Et ce travail, on va entendre le mot travail, se justifie par un commanditaire ultime qui juge le travailleur et le fabricant fabriqué et qui en fait un martyr digne des jardins d'Éden. Je vous demande, donc là il s'adresse à ses frères, de prier Allah Tout-Puissant pour qu'il accepte le travail de ma part et de celle de mes frères. Il dit travail, work en anglais. Il n'y a pas de problème de traduction, c'est work. Et nous fasse entrer dans les jardins du paradis. Donc on a des repères sémantiques qui sonnent vers ce qu'analyse Günther Anders. C'est juste mon appui pour dire, entendons ce problème prométhéen
de fierté qui devient, ou d'orgueil, puisqu'on va sur une démesure, en l'hubris, d'orgueil prométhéen, qui se renverse en honte prométhéenne. Et la honte prométhéenne, c'est la honte de la honte qui a à voir avec fabriquer un monde. La boîte de Pandore produit un monde parfait. C'est un monde parfait, c'est un objet parfait. Louons cet objet, je veux dire pas au sens religieux, mais c'est une merveille de fabrication qu'on ait pu faire ça. Ça pousse pas sur les arbres. Moi, je suis incapable de le fabriquer. Je l'achète et j'en profite. Et je peux pas. Ça me sert. C'est un outil. Je le prends pas pour quelque chose de. Alors, je ne surfe pas sur Internet pour ce qui me concerne. C'est mon côté décalé, obsolescent par rapport aux jeunes générations. Mais par contre, c'est très pratique. Donc, le premier temps, j'ai juste essayé de plonger dans la résonance que vous m'avez invité à regarder. La fin du monde, c'est pas drôle. On le sait tous, mais voilà. Donc Gunther Anders, si vous avez envie de le feuilleter, je l'ai apporté puisque tu m'avais demandé d'apporter. Donc ça, c'est pour le premier temps. Quelque chose me frappe aussi dans le texte qui est sur le performatif assassin. Puisque vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, et nos paroles n'ont aucun impact sur vous, donc je vais vous parler dans une langue que vous comprenez. Nos paroles sont mortes jusqu'à ce que nous leur donnions la vie avec notre sang. Ça n'est plus une métaphore. C'est juste écrasé sur un sens littéral. Ça pourrait être une parole si elle est métaphorique. C'est-à-dire si on est un homme ou une femme d'étude, au sens de cette figure psalmique, d'aller au bord de la rivière avec les bouleaux, c'est dans un des premiers psaumes, si ce n'est le premier, d'être dans l'étude de la Torah. On sue sang et eau dans l'étude des textes, et la lettre morte dont les braises, je reprends une image que Lévinas emprunte, Emmanuel Lévinas, le philosophe, emprunte à la mystique juive ou à certains courants de tradition de lecture et du rapport au texte de la Torah, et des livres des prophètes et autres. On peut donner la vie avec son sang à une lettre morte. C'est une puissance métaphorique qui dit aussi des heures et des heures d'étude. Il y a on y peine, et en même temps, il y a un rapport au texte absolument splendide. Et sans doute, nous connaissons, alors là c'est un nous protestant si vous me permettez, nous connaissons la puissance et peut-être une nécessité du rapport au texte, de ce que peut le texte, le rapport au texte, dans la prière, dans l'incantation, dans la lecture, dans l'écoute et dans la lecture qui va mobiliser l'intelligence, où ça devient des chants collectifs, et ça travaille nos liturgies. C'est d'une grande puissance performative. Sauf que là, c'est une puissance performative qui oublie l'épaisseur de la métaphore et qui n'est juste que littérale. Nos paroles sont mortes jusqu'à ce que nous leur donnions la vie avec notre sang. Mais ce sang-là, c'est le sang qui tue les autres. Nous aimons la mort comme vous aimez la vie. Donc on est dans un rapport de fin du monde qui nie le rapport à la vie, qui nie le rapport aimant à la vie et qui fabrique parmi nous et nous met en état d'alerte vigipirate de longue durée. On a une armée de zombies qui menacent tout. Alors non seulement on a toutes ces questions à traiter qui sont complexes, mais qui continuent à faire partie de la vie, mais en plus on a la hantise d'une armée de zombies invisibles, et de temps en temps un zombie sort et tue. Tue nos enfants, tue nos voisins, tue ça en bas de chez nous. C'est pas très réjouissant. Cette parole, elle a été posée, elle agit. Alors on travaille pour que qu'on n'en reste pas là. On va y revenir, mais bon, c'est un niveau d'inquiétude. Alors, maintenant je remonte de ces profondeurs, si vous le voulez bien, avec un livre de la surface, ce livre de Jérôme Fourquet,
Et les premières fois que je l'ai entendu citer cet ouvrage, je me suis rendu compte dans mes activités, dont, si on a du temps, mais c'est pas une obligation, je parlerai un peu, parce que je vois le temps et je veux juste finir, en tout cas, Fourquet, et puis revenir rapidement à Simmel. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par des gens de la préfectorale, un préfet d'ailleurs, et ces gens-là qui sont au quotidien de l'administration des territoires, des questions de sécurité aussi, ont été très très frappés par la description de cet ouvrage. Ça leur a dit quelque chose du quotidien dans lequel ils travaillent. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, je ne vais pas plonger dedans, je vais juste faire comme lui, c'est-à-dire aller à la surface de son livre. C'est un livre de surface, je dirais, lui il y met sa conviction. Il y a plein de données statistiques, vous aviez indiqué le rapport très puissant que nous devons avoir, effectivement l'INED, l'INSEE sont des ressources très importantes pour essayer de comprendre le contemporain. Alors lui les prend sur ces sondages qui ne sont pas que des sondages d'opinion, et il a une méthode qu'il expose dès le début. Il s'appuie, alors je reprends son hypothèse de travail, il explique sa méthode, il fait des analyses par sondage, mais il fait également des analyses cartographiques des différentes régions ou territoires. Il dit quand on fait un sondage d'opinion sur une question, si on se contente d'un sondage avec un échantillonnage de personnes, on n'est pas ancré dans le territoire. Et on ne perçoit pas à quel point, selon qu'on est au fin fond du Périgord ou bien à Paris et qu'on voyage entre Londres et Berlin, etc., les réponses, si elles ne sont pas rapportées aux habitus territoriaux des gens ou aux habitus cosmopolites des gens, perdent une partie de leur signification. Donc il corrige son recueil de résultats de sondage par des analyses cartographiques d'origine des personnes ou d'origine des lots de réponses. Ça c'est pour son double travail. Et ensuite il a décidé de beaucoup travailler sur le prénom, puisqu'il dit les historiens s'y sont un peu intéressés, il faut qu'on s'intéresse beaucoup au marquage des prénoms, c'est ce qui lui permet de constater que le prénom Marie a complètement disparu, par exemple. Ce qui lui sert avec d'autres sondages, d'autres rapports. Donc il y a des tableaux qui ont convaincu beaucoup de gens, tous les gens pour lesquels j'ai un grand respect, tous ces hauts fonctionnaires d'État et tous leurs services et personnels qui travaillent sur ce genre de rapport en permanence pour rester en prise avec les territoires et les questions contemporaines, pour nourrir les rapports, qui nourrissent les rapports des assemblées, qui permettent les prises de décision. Je veux dire, c'est un travail inlassable et merveilleux. Je leur rends hommage. J'ai appris toute la profondeur de ces travaux, et ça passe par ce genre de choses. Donc je comprends qu'ils aient été frappés par l'étayage du propos de Fourquet. Mais Fourquet traverse ça en essayant de dresser à un moment un portrait d'un pays qui se fragmente et qui ne se connaît plus lui-même. Donc, basculement anthropologique, reconfiguration des structures familiales. C'est l'effet au long cours de divorce, mais qui passe par le droit. Je ne suis pas en train de dire, et lui non plus, c'est pas un jugement moral, en tout cas pas de ma part, il n'y a pas d'arrière-pensée, de jugement de nouveau sur la question du divorce, de la famille, de l'homosexualité, de la sexualité, de l'homoparentalité. De fait, travaillé par le droit qui lui-même court après la société et remet du droit. Quand la société bouge, on rediscute et on met du droit. C'est ainsi que fonctionne le droit. Voilà, donc on a, dit-il, un basculement anthropologique. Pouvons-nous en prendre la mesure? C'est très compliqué. Et ça renvoie sur des dialogues qui, bien que la loi a tranché, ne sont pas résolus. Et pourquoi le serait-il? La loi met un cadre, mais elle ne dit pas aux gens d'arrêter de penser, ni d'arrêter d'avoir leurs convictions. Là n'est pas la question. Il y a également une question de hiérarchie des espèces. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des horizons de débat éthique où on a des gens qui revendiquent d'utiliser pour les grands singes, enfin, de donner un statut aux grands singes, mais de donner le même statut aux personnes atteintes de handicap, notamment handicap mentaux. Il y a des demandes comme ça, de catégories, où quand on décentre l'humain, on essaye aussi d'édifier un droit avec des étagements où l'humain lui-même serait fragmenté selon diverses qualités pour être
remis dans son bios animal. Et ce sont des débats éthiques avec des lobbying, surtout aux États-Unis, mais sachant qu'en plus, d'un autre côté, on fait des contrats de travail pour des androïdes au Japon, puisqu'ils ont des contrats de travail. Et que se posera aussi la question de faire un serveur dans un restaurant, Android a un contrat de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions d'assurance. S'il renverse le café sur quelqu'un, il faut bien que cette machine ait un statut pour qu'on lui impute une autonomie. L'employeur n'est pas responsable, il y a un contrat de travail pour ce salarié Android. Ce sont des histoires juridico-assurantielles très importantes. Donc voilà, ça c'est une bascule anthropologique. Il avait commencé par la dislocation de la matrice catholique. Alors, très vraisemblablement, il faut aussi appartenir à cet univers pour constater. Il y a une matrice catholique de la société, de la société et des structures du monde français. Mais bon, ça fait un moment que ça a été travaillé et transformé. Mais quand on voit comment fonctionnent les préfectures, on sait bien qu'elle est restée cette matrice. Je veux dire, vous passez du diocèse à la préfecture, vous voyez bien que c'est le même monde qui a été copié-collé par Napoléon, transformé, mais bon, c'est resté. Alors là, on a non seulement un déclin de la pratique religieuse, mais les maris s'en sont allés, dit-il. Il n'y a plus de maris, c'est 0,2 ou 3% de maris dans les prénoms depuis ces dernières décennies. Et ensuite, il décrit l'archipélisation de la société française, effondrement de l'Église rouge, société archipel avec des élites qui se mettent à part, intégration, immigration arabo-musulmane. Il regarde comment il y a les choix de prénoms et l'exogamie comme marqueur du degré d'assimilation. Il regarde des lignes de fracture sur des questions de trafic de cannabis accélérateur de la sécession de certains quartiers. Ensuite, il va dans la recomposition du paysage idéologique et électoral. Ce par quoi il a commencé, c'est l'élection d'Emmanuel Macron, qui crée la fracture, donc il prend à cette surface de l'événement, ni droite ni gauche, pragmatique. Et donc lui, il le prend pour dire, voilà, là on a une fragmentation du politique, ce qui a été commenté dans la presse de toute façon. Il dit, le macronisme est sans doute le nom de quelque chose qu'il appelle cette recomposition du paysage idéologique et électoral. Donc là, on a aussi, j'abrège, on a aussi quelqu'un qui, à la surface des données démographiques et des sondages d'opinion, lit ce qu'il appelle l'archipélisation de la France, mais c'est une archipélisation qui est de la société et des structures de la société, structure urbaine, structure territoriale, et donc on a une autre façon de décrire la fin d'un monde. Moins tragique que celle que nous avons vue au départ, parce que la première est absolument effarante. D'ailleurs, elle est liée au terrorisme, ça peut surgir n'importe où, n'importe quand, donc on veut nous mettre dans un état de terreur. Là, c'est pas du même ordre. En revanche, ça tape sur la même chose, c'est-à-dire le sentiment de fin d'un monde, de relations, de modalités culturelles des relations. Alors, comment est-ce que on va essayer de s'en sortir ? Parce que là, on a fait du bon Socrate, on a créé une impasse. On est dans une aporie. Comment on va faire pour sortir de cette aporie ? Et c'est une aporie qui n'est pas rhétorique, c'est-à-dire elle est performative, on est dedans. Je ne l'ai pas choisi. Vous me l'avez proposé, je pense que si vous y réfléchissez, c'est que c'est aussi pour vous quelque chose de puissant. Donc, comment on va sortir de ça ? Alors, je me retourne vers ce grand-père, Georg Simmel. Il a l'âge d'être mon grand-père, j'exagère un peu, mais je vous dis pourquoi. Je vais très souvent à Strasbourg, et je crois qu'on m'a accueilli là-bas comme... j'ai des origines alsaciennes. On m'a accueilli là-bas comme une migrante de l'intérieur. Dans les milieux musulmans, ça m'a permis d'interagir d'une façon que je n'avais pas prévue. Donc, je reviens en Alsace, où étaient mes ancêtres. Et or, Georg Simmel a vécu à Strasbourg à une époque... lui venant d'Allemagne, à une époque où ma propre grand-mère y était, et j'ai toujours imaginé qu'un jour ils s'étaient croisés dans la rue et je ne le savais pas, mais qu'ils avaient parlé un moment et qu'après ils s'étaient séparés. C'est important ces petites histoires, je ne vous pas de là. Et donc j'ai un rapport affectueux à la pensée puissante de Georg Simmel. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que notre sentiment dans la culture importe. On n'est pas détaché. On travaille en raison. Et on travaille aussi ces raisons et sentiments.
dans le bon sens du terme. On travaille aussi avec la littérature, la mythologie, la langue qui dit nos affects. Et donc mon cher Georg Simmel a travaillé, notamment en arrivant au bord de 14-18, sur quelque chose qui s'appelle le conflit. Il a fait un très très bel essai sur le conflit qu'il a publié dans plusieurs circonstances, en 1905, un peu avant, un peu après, dans lequel il montre que le conflit, alors je vais essayer de vous relire ses propres mots, j'ai encore 2 minutes, je peux encore un peu... je vais reprendre ses propres mots si vous le voulez bien. Ça va, je continue. C'est un essai merveilleux. Je prends une traduction qui est assez âpre, qui n'est pas tout à fait... il y en a des plus douces. Si vous avez envie de lire cet essai, il existe en tout petit livre aux éditions Circé, juste Georg Simmel, le conflit. Et la traduction est dans une langue française plus douce que celle que je vais vous prendre là. Les deux sont précises. Là, on entend plus sonner sans doute on est un peu plus au bord de la langue allemande, du ton de Simmel, très vraisemblablement. Mais c'est pas un problème d'exactitude de traduction. Donc on est juste avant 14-18, hein, et il commence. On n'a jamais attaqué en principe le fait que le combat, Kampf, a une signification sociologique. Quand il modifie ou provoque des organisations, des réunifications, des communautés d'intérêt. Inversement, il faut que la question se pose sous la forme de paradoxe à la vision commune. Le combat ou le conflit n'est-il pas déjà en lui-même une forme de socialisation sans examiner les phénomènes qui le suivent ou qui l'accompagnent? C'est-à-dire, il a ce regard, et ça c'est le regard de Georg Simmel, toujours sur les choses, il regarde des gens dans les grands magasins, à Berlin, donc on est début 1900, il voit des gens dans les grands magasins qui arrivent à une caisse et qui payent en argent. Et il dit, mais quand on vit comme ça, on est très intellectuel. Forcément, parce qu'on manipule de l'abstraction, l'échange d'argent sans conversation, c'est lui qui le dit. Alors c'est pas les caissières comme au Monoprix avec des tapis roulants comme on a eu plus tard ou comme on connaît encore aujourd'hui. Et encore maintenant c'est encore plus intellectuel entre guillemets puisque maintenant sont des machines, on le fait soi-même. Et on produit nous-mêmes le travail de la caissière et en plus on paye les marchandises. Et on fait gratuitement le travail de la caissière ou du caissier. Ça, on donne raison à Anders. Mais en revanche, Simmel dit, dans un monde où on ne discute pas pendant 1 heure avec l'épicier pour acheter 2-3 produits, voire on achète à crédit et on vient payer en fin de semaine, mais où on donne de l'argent tout de suite, sans cette conversation de village, de vie partagée, c'est un monde d'une grande intellectualité. Et il sent la vie moderne de cette façon-là. Mais il cherche l'intelligence. Et du coup, il regarde ce que ça provoque. Et il va regarder l'émergence de l'individualisme comme ça, sans jugement. C'est une liberté. Il voit venir une liberté par l'abstraction que permet la forme de vie urbaine, moderne, c'est-à-dire Berlin du début du XXe siècle. C'est le regard de Simmel. Et là, il dit, le conflit. Et le conflit, ça crée des ruptures de sens, des paradoxes, c'est intelligent, et ça crée des gens qui se regroupent, des gens qui s'opposent, des gens qui se demandent comment ils vont avoir raison par rapport à d'autres, des gens qui sont dans l'entre-deux. C'est une forme c'est le moteur de la vie sociale. C'est le moteur de la création des formes de vie. Son mot itératif en allemand, c'est Vergesellschaftung, c'est-à-dire c'est le processus de fabrication, de formation de vie sociale. Donc on a des formes de vie sociale, et lui le regarde de façon organique et pas de façon fabriquée. Il ne regarde pas la fabrique, il regarde l'organique. Tout ce qu'on fait ensemble, on donne un habitacle, on prie, on se donne un lieu pour prier. Et du coup, il dit plus que simplement se rassembler et prier. Le lieu lui-même a une importance, qu'il soit dans la ville, qu'il soit à part, que ça donne des quadratures du cercle, comme à Byzance. Hein, on fait un carré et il y a une coupole. C'est la quadrature du cercle. Donc, voilà comment notre intelligence, dans nos formes de vie, donne les formes concrètes, tangibles, qui accompagnent. Et du coup, ça donne une rythmique et on va d'une certaine façon dans ces lieux, etc., etc. Donc, lui regarde
le conflit et tout son essai va essayer de regarder comment le conflit, au lieu de penser que c'est une mauvaise chose, il faut le prendre et penser que c'est une chose qui est le moteur de la formation de la vie sociale, la Vergesellschaftung. Et il affirme dans cet ouvrage, comme dans tous ses travaux, vous savez, c'est un de ces philosophes qui a inventé la sociologie, justement parce qu'il regarde la Vergesellschaftung, il regarde la vie sociale. Donc il philosophe, mais il regarde la vie sociale. Et il le fait plutôt dans l'école allemande de pensée, c'est-à-dire on essaye une interprétation, une herméneutique de ça, une interprétation. On n'essaye pas d'isoler des faits et on les objective. On va dire schématiquement, mais bon, sans doute parmi vous, y a-t-il des gens plus érudits que moi sur ces formes de ces grands courants d'école de pensée, mais il appartient au courant herméneutique ou interprétatif ou phénoménologique, c'est-à-dire de voir comment on sent le monde et comment on le pense en même temps, comment on le construit, de la première sociologie qui est encore une philosophie. Et donc, pour lui, la vie ne peut se manifester que dans des formes de vie sociale. Alors, je recherche pour vous en faire écouter ces mots, parce que là, je raconte dans mes propres mots. Évidemment, je vous invite à revenir aux mots des auteurs que je lis. 403. Dans toutes les manifestations qu'il a décrites avant, alors il fait des parcours culturels et historiques, il regarde plein de situations historiques de conflits et de comment on a résolu les conflits ou comment on en est sorti, et il dit dans toutes ces manifestations et en bien d'autres se révèle le conflit dans lequel la vie se réalise selon sa nécessité essentielle, pour autant qu'elle est culturelle au sens le plus large du mot, c'est-à-dire qu'elle soit créatrice, soit qu'elle est créatrice, soit qu'elle s'approprie ce qui est créé. Donc avec Georg Simmel, et vous voyez pourquoi je reviens à lui, parce que, ok, il est antérieur, mais il a encore des choses à nous dire, il nous renvoie aussi que certes, il y a la fabrique, mais il y a aussi la créativité. Et là, vous voyez comment on essaye de sortir de l'impasse. C'est-à-dire, si je suis les auteurs que j'ai posés, notamment Anders Simmel, ça me conduit. Qu'est-ce que ça me fait ? J'essaye de montrer aussi le performatif du texte, du rapport à la lecture. C'est que quelque chose, quand il y a cette fin du monde, sous les diverses formes que vous regardez, nous invite à lâcher l'échelle globale. Sinon, on va désespérer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne la regarde pas, mais en revanche, l'issue n'est pas prométhéenne. Il n'y a pas un ONU ou autre chose qui va bloquer tout ça. C'est juste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Mais les gens qui travaillent à l'ONU, caméra à l'épaule, ils sont à l'intérieur de commissions, ils font des enquêtes, je veux dire, ils travaillent comme ça. Vous voyez ce que j'essaie d'indiquer ? Ils sont dans des groupes, des relations, un travail partenarial, ils circulent d'un bout à l'autre du monde, ils assistent à des grandes conférences, il y a des groupes de pression, on se retrouve dans les coulisses, on travaille des choses, émerge un projet, on finance des experts, on va à certains endroits. Si on suit la chaîne d'humain à humain, on retrouve la créativité de Simmel. Et c'est ça que j'essaie d'indiquer. Et pour ce qui est de la sortie de l'impasse, et c'est une impasse mortelle, comme toutes les impasses chez Socrate, relue ou écrit par Platon, l'aporie est dangereuse. L'aporie est mortelle, on peut être écrasé dedans. C'est une philosophe qui s'appelle Sarah Kaufmann, que j'ai beaucoup travaillé, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Comment s'en sortir, qui montre que chez Platon, parlant de Socrate, l'aporie n'est pas à prendre comme une figure rhétorique. C'est à prendre comme une figure rhétorique, métaphorique puissante, parce qu'il y est vraiment en jeu une vie ou une mort. D'ailleurs, le sort de Socrate indique qu'on est effectivement dans une métaphore qui travaille sur toute la puissance de la métaphore, c'est-à-dire aussi bien littéralement qu'au sens fait. La métaphore, elle fait tout. Elle a l'ensemble des sens, littéral et figuré.
Elle tient les deux. Il n'y en a pas que un ou que l'autre. Et donc l'aporie pensée philosophiquement par Platon, elle met en jeu une possibilité d'y être écrasé, de mourir, ou de piéger l'autre et de le conduire à la mort, de le faire condamner. Et on a vu comment ça fonctionne quand on le joue à plein par le premier texte qu'on a lu. Or, pour Sarah Kaufmann, il faut prendre la puissance de la métaphore et par la ruse creuser un passage, le poros, qui est l'origine de aporia, quand il n'y a plus de voix, donc le poros dans l'aporia, crée le passage. Et moi, j'ai demandé à Zimmel de nous prêter ce poros. Georg Simmel nous renvoie à la créativité et à l'intelligence organique, mais créatrice, ou récupératrice et recréatrice, ou réformatrice de nos formes de vie. C'est-à-dire, on n'est pas seulement... Si ça devient une forme de vie, il faut le penser, c'est-à-dire c'est un objet technique merveilleux. Toute la question commence dans « ok, mais il nous dépasse ». Mais n'empêche que la façon de vivre avec, c'est toute la question. Et là, on retombe dans un champ qui est le champ de l'éducation. Et alors, pour le coup, là où je travaille en prévention de la radicalisation, c'est par l'éducation, par la formation professionnelle, par entrer en plongée dans les villes avec les univers religieux qui sont eux-mêmes traversés, travaillés, déchirés par cette problématique. Et on y va par l'éducation. Et là, on essaye de retrouver, éducation aussi entre adultes, parce que dans l'éthique à Nicomaque, pour Aristote, la position du législateur, donc éminemment adulte, est la position de l'éducateur, c'est-à-dire l'éducateur qui est éduqué. C'est se mettre toujours en position imaginative d'être celui qui pense la législation. Et ce va-et-vient entre l'extrême responsabilité et le quotidien où les lois s'appliquent et on transmet comment on leur obéit et comment on est intelligent avec, ce mouvement-là dit quelque chose de la relation adulte à l'éducation à la sable. C'est pas seulement la formation, les lois de formation professionnelle, formation tout au long de la vie, c'est l'éducation tout au long de la vie et une éducation réciproque. Et je pense que votre groupe études et recherches en est un des merveilleux exemples au sens quotidien, courant, puissant. Je veux dire, cette société est pleine de lieux comme ça où on se demande ensemble, on a envie d'être intelligent ensemble, on a envie de comprendre des choses, on a envie de contester aussi des propositions de compréhension. Voilà. Et ça, c'est la puissance créatrice de la Vergesellschaftung. Je vous remercie. Merci.